Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le test statistique de comparaison de deux moyennes dans le cas où les variances dans les populations sont connues. Nous allons traiter l'exercice suivant. L'augmentation de poids journalier d'un porc durant sa croissance de 30 kg à 115 kg se mesure par le gain moyen quotidien, GMQ, qui s'exprime en grammes par jour. On souhaite savoir si la période d'engraissement a une influence sur le GMQ d'un porc. On effectue deux séries de mesures, l'une en été et l'autre en hiver, avec les résultats suivants. En été, on estime que le GMQ d'un porc est une variable aléatoire X1 qui suit une loi normale de moyenne mu1 inconnue et d'écart type sigma 1 égale 22 grammes par jour. Sur un échantillon de 13 porcs, on a relevé en été les GMQ suivants. En hiver, on estime que le GMQ d'un porc est une variable aléatoire x2 qui suit une loi normale de moyenne mu2 inconnue et d'écart type sigma 2 égale 16 grammes par jour. Sur un échantillon de 17 porcs, on a relevé en hiver les GMQ suivants. Alors, la première question, au risque de 5%, peut-on affirmer que la période d'engraissement n'a pas d'influence sur le GMQ moyen des porcs? Pour traiter cette question, nous ferons un test bilatéral où nous allons comparer le GMQ moyen, qu'on va appeler mu1, des porcs en été, avec le GMQ moyen, qu'on va appeler mu2, des porcs en hiver. Donc, c'est cette moyenne ici, mu1, qu'il faut comparer avec mu2 en effectuant un test bilatéral. Et dans la deuxième question, au risque de 5%, peut-on affirmer que le GMQ moyen est plus grand en hiver qu'en été? Donc là, nous ferons un test unilatéral de comparaison entre la moyenne mu1 et la moyenne mu2. Par un test unilatéral, on va regarder si on peut affirmer que mu2 est supérieur à mu1. Alors que pour la question 1, on va regarder si mu1 est différent de mu2. Alors, on démarre d'abord par une introduction qui est commune aux tests unilatéral et bilatéral. Donc, dans cette introduction, on introduit d'abord les populations étudiées. Donc, on a une population P1 des porcs en été. Et la variable qu'on étudie sur les porcs, c'est le GMQ. Donc, le GMQ d'un porc est une variable aléatoire X1 qui suit la loi normale de moyenne mu1 inconnue et de variance sigma 1 au carré qui est connue, puisque l'écart type est supposé connu au niveau de la population. Il vaut 22 grammes par jour. Ensuite, on considère la population P2 des porcs en hiver. Et dans cette population P2, on étudie le GMQ d'un porc, qui est une variable aléatoire X2, qui suit la loi normale de moyenne inconnue mu2 et de variance sigma 2 au carré connue, puisque l'écart type sigma 2 vaut 16 grammes par jour au niveau de la population. Alors, les échantillons issus de P1 et P2, on va les noter E1 et E2. Ils ont pour taille 13 et 17. Il y a 13 porcs dans l'échantillon E1 des porcs en été et il y a 17 porcs dans l'échantillon E2 des porcs en hiver. Et pour chacun de ces deux échantillons, on va calculer la moyenne du GMQ, c'est-à-dire qu'on va sommer tous les GMQ de chaque porc et on va le diviser par le nombre de porcs qu'il y a dans l'échantillon. Et on va mettre en mémoire les deux moyennes au niveau des échantillons, x bar 1, x bar 2, on va les mettre en mémoire dans M et N de la calculatrice. Donc, pour faire ça avec la Casio, on va dans menu 2, menu statistique. Alors,
il va falloir rentrer les valeurs dans liste 1 et liste 2. Alors pour ça, vous videz d'abord les listes en question. Hein. Pour vider les listes, il suffit ici d'aller dans… Vous vous placez au niveau de la liste 1, vous faites F4 pour del all et F1 pour confirmer que vous voulez supprimer la liste. Bon, moi, je ne vais pas le faire, je vais faire F6 puisque j'ai déjà rentré les valeurs. Et vous faites pareil pour liste 2. Hein. Vous vous placez dans liste 2, vous videz la liste avec F4 pour del all et vous faites F1 pour confirmer que vous voulez vider cette liste. Bon, moi, je ne vais pas le faire, donc je vais faire F6. Et là, vous rentrez ici les 13 valeurs. Et pareil, dans la liste 2, vous rentrez les 17 valeurs. Alors, pour faire ça, je vais vous remettre à l'écran les valeurs en question qu'il faut entrer. Et vous pouvez faire un arrêt sur image pour rentrer ces valeurs. Et là, je vais continuer en considérant que vous les avez rentrées. Donc, une fois que ces valeurs sont rentrées, vous allez donc dans… donc là, il faut aller dans Calque. Hein. Donc F2 pour Calque. Et 7, vous allez dire que vos données sont dans liste 1 pour le premier échantillon. Donc, liste est avec F1 et numéro 1. Voilà, liste 1. Et fréquence 1, chaque valeur apparaît une fois. De var, vous l'ignorez. En exit, enfin, exe plutôt. Et avec un var, eh bien, vous avez ici la moyenne 498,5 grammes par jour pour le GMQ des 13 sports en été. Alors, pour mettre cette valeur en mémoire dans la lettre M de la calculatrice, vous allez dans Menu 1, var, F3 pour stat, F1 pour X, F2 pour X bar, flèche M. Voilà, comme ça, la valeur est mise en mémoire dans M. On retourne dans le menu statistique et calque 7. Maintenant, on va utiliser liste 2. Hein, donc F1 pour liste, numéro 2, entrée. Exit, un var. Et là, on a la moyenne dans le deuxième échantillon, les échantillons des 17 ports en hiver, 527,1 grammes par jour en moyenne. Donc cette valeur, on va la mettre en mémoire dans la lettre N de la calculatrice. Menu 1, var, F3 pour stat, F1 pour X, F2 pour X bar. Ça, on le met dans N de la calculatrice. Voilà. On fait pareil pour les TI. Vous allez dans Stat, 1 pour Edit. Et là, vous rentrez les valeurs. Hein, les valeurs. Donc là, il y a 13 valeurs à rentrer. Et pour la liste 2, il y a 17 valeurs à rentrer. Alors, les valeurs en question, je les rappelle ici. Je vais faire un arrêt de la vidéo pour rentrer ces valeurs. Et là, je continue en supposant que vous les avez rentrées. Oui, alors si jamais vous voulez vider les listes avant d'entrer, eh bien, c'est dans Stats et le 4 pour effacer les listes. Et là, vous nommez, donc par exemple, liste 1, virgule liste 2, et après, vous faites Entrée. Voilà, moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà rentré les valeurs. Donc, une fois que les valeurs sont entrées, 13 valeurs pour liste 1, 17 valeurs pour liste 2, eh bien, vous allez dans Stat, Calque, Stat 1 var, donc numéro 1, et vous dites que vos données sont dans liste 1. Liste fréquente, vous pouvez laisser vide, ça fera 1 partout. Et voilà, vous avez la valeur moyenne du GMQ pour les 13 sports en été, 498,5
grammes par jour. On va mettre cette valeur en mémoire dans la lettre M. Pour ça, on fait var, 5 pour statistique, 2 pour xbar, et on le met dans M. Ensuite, on va faire pareil pour la deuxième liste. Donc, statistique, calque, calque c'est ici, 1 pour stat1 var, et là, on va mettre liste 2. Liste fréquent en liste vide, ça voudrait dire 1, et là, 527,1 grammes par jour pour les 17 ports en hiver. On va mettre cette valeur en mémoire dans N, var, 5 pour statistique, xbar c'est le numéro 2, et on le met en mémoire dans N. Voilà. Donc on a bien 527,1 grammes par jour mis en mémoire dans N, et dans la lettre M, on a la valeur 498,5 grammes par jour. Donc, là, on a les valeurs qu'on trouve dans les deux échantillons. Et ici, la mise en mémoire dans M et N des deux moyennes. Alors, je rappelle la spécification, ça c'est juste pour information, entre le sigma X et le SX. Là, on n'en a pas besoin parce qu'on connaît la variance dans la population. Donc, on va utiliser les valeurs sigma 1 sigma 2 de l'écart type dans la population. Mais dans l'échantillon, je vous rappelle que l'écart type dans l'échantillon, c'est la plus petite des deux valeurs ici. Donc, c'est le sigma X qui est ici, 21,1 pour le premier échantillon. Sigma X ici, 15,4 pour le deuxième échantillon. Et SX, c'est l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. Donc, c'est cette valeur-là multipliée par racine de n divisé par n-1, où n, c'est la taille de l'échantillon. Donc là, multiplié par racine de 17 sur 16. On trouve un nombre donc un peu plus grand, 15,85. Et ici, SX, c'est ce nombre-là, multiplié par racine de 13 sur 12. Ça vous donne 22,02. C'est l'écart type, enfin, estimation ponctuelle de l'écart type dans la population P1. Ça, c'était juste pour rappel. On aura l'occasion d'utiliser ces valeurs lorsque on cherchera à comparer deux moyennes dans le cas où les variances dans les populations sont inconnues. Là, comme les variances dans les populations sont connues, données par sigma 1 et sigma 2 données dans l'énoncé, on n'a pas utilité des valeurs de l'écart type dans l'échantillon. Alors, les variables aléatoires x bar 1, x bar 2 sont supposées indépendantes. Je vous rappelle qu'elles correspondent au GMQ moyen des ports en été et en hiver. Donc, on considère que les ports sont distincts les uns des autres. Ce n'est pas les mêmes ports qu'on considère en été et ensuite qu'on considère en hiver. Sinon, les variables x bar 1, x bar 2 seraient dépendantes. On aura d'ailleurs l'occasion de comparer des moyennes lorsque x bar 1 et x bar 2 sont dépendantes l'une de l'autre. On appelle les séries appariées, mais ça, ce sera l'objet d'un autre test. Là, on est sur des séries qui ne sont pas appariées, c'est-à-dire que les porcs en été et les porcs en hiver sont des animaux distincts, et donc les variables x bar 1 et x bar 2 sont supposées indépendantes. Du coup, leur différence, x bar 1 moins x bar 2, suit la loi normale. Dans la moyenne, c'est la différence des moyennes mu1 et mu2. Et la variance, c'est la somme des variances. Pour x bar 1, sa variance, c'est sigma 1 au carré sur n1. Et pour x bar 2, sa variance, c'est sigma 2 au carré sur n2. Quand on fait la différence, eh bien, les variances s'ajoutent. C'est bien un plus, ce n'est pas un moins, elles s'ajoutent. Si là, il y avait eu un plus, eh bien, ici, on aurait mis un plus, et là, il y aurait eu toujours le plus. Et l'objet de ce test, c'est de comparer les moyennes inconnues mu1 et mu2. Alors, dans la question 1, on va faire un test bilatéral. L'hypothèse nulle, ce sera de supposer que mu1 est égal à mu2, c'est-à-dire que le GMQ
moyen des pores est le même en été et en hiver. Mais l'hypothèse alternative H1, c'est de supposer que mu1 est différent de mu2, c'est-à-dire que le GMQ moyen des pores est différent en été qu'en hiver. Deuxièmement, détermination du U théorique, donc sous l'hypothèse nulle, qui suppose que mu1 est égal à mu2, eh bien, on a une certaine variable aléatoire qui est U qui vaut x bar 1 moins x bar 2, divisé par son écart type, sigma au carré sur n1 plus sigma 2 au carré sur n2 dont on prend la racine. Eh bien, cette variable, elle suit la loi normale centrée réduite. Ça vient ici de ça. Hein. Quand on fait la différence, ça suit cette loi normale. Donc, quand on retranche la moyenne, qui est mu1 moins mu2, et qui vaut 0 dans le cas où on travaille sur H0, et qu'on le divise par la racine de sa variance, on obtient une variable qui suit une loi normale centrée réduite. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Là, au numérateur, il y a moins mu1 moins mu2. Mais comme mu1 moins mu2 vaut 0, puisqu'on est sous H0, eh bien, le moins mu1 moins mu2 n'apparaît pas. Et il faut absolument travailler sous H0 parce que comme mu1 et mu2 sont inconnus, quand on va vouloir estimer cette variable, ça n'est possible que si on travaille avec une valeur donnée de mu1 moins mu2. Donc là, on prend 0. Alors, le risque, il est donné dans l'énoncé, il vaut 0,05, donc la confiance vaut 0,95. Ici, on représente le graphique de la fonction densité de probabilité pour la variable U, normale centrée réduite, qui est représentée sur l'axe des abscisses. F de U, c'est la densité, fonction densité de probabilité de U, donnée par la loi normale centrée réduite. L'air sur la courbe vaut 1, et on sépare cette R en une aire centrale qui vaut 0,95, et le risque 0,05 qui est réparti pour moitié à gauche 0,025 et à droite 0,025. Là, c'est le risque divisé par 2. Il faudrait mettre divisé par 2. Alors, la valeur U théorique, c'est la valeur qui sépare la zone de confiance de la zone de risque, ici à droite. Alors là, donc U théorique, j'ai mis que c'est U en indice 1 moins alpha sur 2. Alors pourquoi? C'est parce que l'aire à gauche de cette limite, eh bien c'est 1 moins alpha sur 2. Donc, ça fait une aire à gauche de 0,975. Donc, avec la calculatrice, on peut faire ça. On va le faire ici avec la Casio. Vous allez dans Options, F5 pour Stat, F3 pour Distribution. Et ici, F1 pour norme et F3 pour inf-norme. Et là, on met l'aire à gauche, 0,975. Et la valeur, on va la mettre en mémoire dans U. Alors, pareil pour les TI, vous allez dans seconde distribution, 3 pour inf-norme, l'aire à gauche, 0,975. La moyenne, c'est 0, écart type 1. L'aire est bien à gauche, collé. Et cette valeur, on la met en mémoire dans U. Voilà. Alors, donc 1, 960. Alors, calcul de U observé, je fais x bar 1 moins x bar 2, le tout divisé par racine de sigma au carré sur n1 plus sigma 2 au carré sur n2. Donc, on va faire ça avec la Casio. Donc, x bar 1, on l'a mis en mémoire dans M, x bar 2, on l'a mis en mémoire dans N. Et je divise ça par sigma 1 au carré, donc c'est 22 au carré, divisé par la taille de l'échantillon qui est 13, plus ensuite sigma 2 au carré, donc 16 au carré, que je divise par la taille de l'échantillon qui est 17. Je sors de la racine avec la flèche de direction et ensuite flèche de mise en mémoire, et ça, je le mets en mémoire dans W.
et je trouve moins 0,955. Pareil ici. Donc, x bar 1, donc c'est m moins x bar 2 qui est n, divisé par la racine de sigma au carré, c'est 22 au carré, divisé par la taille de l'échantillon qui est 13, plus sigma 2 au carré, donc 16 au carré, que je divise par la taille de l'échantillon qui est 17. Je sors de la racine avec la flèche de direction, puis flèche de mise en mémoire, et je mets ça dans la lettre W, moins 3,955. Ensuite, je vais calculer P. Alors, qu'est-ce que c'est P? Alors, on regarde ici sur la figure. Alors, si je place ici U observé, il est ici à moins 3,955. Moins U observé, il est ici à 3,955. Et P, c'est l'air sous la courbe en dehors de l'air, en dehors de l'intervalle entre U observé et moins U observé. Donc, c'est l'air qui est ici, à droite de moins U observé, plus l'air qui est à gauche de U observé. Donc, elle vaut quasiment 0, parce que la fonction est quasiment nulle sur cette zone-là. Alors, ça ne fait pas exactement 0, ça fait une valeur de l'ordre de 8, 10, moins 5. Donc, pour la calculer, cette valeur P, eh bien, ici, je l'écris comme la probabilité que U n'appartienne pas à l'intervalle U observé moins U observé. Donc, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire, donc 1 moins la probabilité que U appartienne à cet intervalle. Donc, on va faire 1 moins NCD pour intégrer sous la courbe, et on va intégrer depuis la valeur observée, donc W, jusqu'à son opposé. Je rappelle que W est négatif. Voilà. Et ça, c'est la valeur P. 7,65, 10 moins 5. On va faire pareil ici. Donc, on va faire 1 moins, et seconde var pour distribution. Normal, fonction de répartition, donc c'est le numéro 2. On va intégrer depuis W jusque moins W, avec mu qui vaut 0, sigma qui vaut 1, et 7,65, 10 moins 5. Alors, on peut retrouver ces valeurs U observées et P avec la fonction test de la calculatrice. Donc, on va le faire d'abord avec la Casio. Donc, vous allez dans Menu 2, et ensuite F3, pour test. Alors, c'est un test Z. Z, c'est pour les tests qui utilisent la loi normale, centrée réduite. Donc, F1. Et là, tout sample pour dire qu'il y a 2 échantillons. Alors, data, vous mettez variable, F2 pour variable. Ensuite, là, c'est l'hypothèse H1, donc ce sera F1 pour différent. Ensuite, pour sigma 1, vous mettez la valeur 22, c'est l'écart type dans la population 1. Pour sigma 2, vous mettez 16, c'est l'écart type dans la population 2. Pour x bar 1, vous mettez la lettre donc alpha m, puisqu'on l'a mis en mémoire dans m, donc 498,5. Pour la taille du premier échantillon, eh bien, c'est 13. Pour x bar 2, c'est alpha 8 pour n, c'est mis en mémoire dans n, donc 527,1, et la taille du deuxième échantillon, 17. Ensuite, entrée, et il vous sort la valeur U observée, moins 3,955, et la valeur P, 7,65, 10 moins 5. On va faire pareil avec la TI. Vous allez dans Stat, et là, vous allez dans Test, et là, vous choisissez Z-Test, 2 échantillons. Entrée. Alors, on peut le faire avec Données ou Stat. Alors, on va commencer avec Données. Donc, on place avec Données. Donc, entrée. Alors, sigma 1, il vaut 22. Sigma 2, il vaut 16.
les données pour le premier échantillon sont dans liste 1, donc seconde 1 pour liste 1. Les données pour le deuxième échantillon sont dans liste 2, donc vous mettez liste 2. Les fréquences valent 1, chaque valeur apparaît qu'une seule fois. Et là, on choisit différents mu2 pour l'hypothèse H1. On tape Entrée pour valider le choix. Flèche de direction va vers le bas. Et là, on fait calculer. Et là, il vous sort ici la valeur U observée et ici la valeur P, 7,65. Alors, on peut faire pareil avec l'utilisation statistique. Donc, statistique, entrée pour valider. Ici, dans sigma 1, 22, sigma 2, 16. Les données suivantes, elles sont entrées automatiquement parce qu'on a choisi statistique. Donc, la statistique, il la connaît, elle est dans les listes 1 et liste 2. Donc, il met directement les valeurs qui ont été trouvées dans ces deux listes. Et ici, on choisit, donc là, avec les flèches de direction, vous choisissez différents mu2, entrée pour valider. Et ensuite, on descend, on fait entrée, et il vous sort ici la valeur U observée et ici la valeur P. Alors, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Là, j'ai écrit sur quelle touche il faut appuyer pour remplir la fonction test avec la Casio. Et donc, les valeurs qu'on trouve pour Z, et observer, c'est exactement la même valeur qu'on avait trouvée, qu'on avait mis en mémoire dans W. Vous voyez que c'est exactement la même valeur. Pareil pour P, 7,65, 10-5, c'est bien la valeur qu'on avait trouvée en faisant 1 moins norme CD entre W et moins W. Pareil avec la TI. Donc là, vous avez la liste des touches sur lesquelles il faut appuyer pour entrer la fonction test avec soit le choix de données ou le choix de statistiques. Et dans les deux cas, on trouve des valeurs ici, U observé, moins 3, 955, qui est exactement la valeur qu'on avait mis en mémoire dans W. Moins 3, 955. Et pour la valeur P, 765, 10 moins 5, c'est exactement la valeur qu'on avait trouvée par le calcul direct avec normal FREP. Règle de décision, si U observé est dans la zone de confiance, c'est-à-dire compris entre moins U théorique et U théorique, ce qui correspond à P plus grand que alpha, alors on accepte H0. Si par contre U observé n'est pas dans la zone de confiance, donc en dehors de l'intervalle moins U théorique, ce qui correspond à P inférieur ou égal à alpha, alors on rejette H0 et on accepte H1. Alors ici, le U observé, il vaut moins 3,955, il n'est pas dans la zone de confiance, il n'est pas dans l'intervalle moins U théorique, U théorique. De la même manière et de façon équivalente, la valeur P, qui est 7,65 10-5, est inférieure au risque alpha qui vaut 0,05. Donc, on est dans cette situation d'une valeur U observée qui n'est pas dans la zone de confiance, un P qui est plus petit que alpha. On voit bien sur la figure. Ici, la valeur U observée, elle n'est pas dans la zone de confiance. Elle est dans la zone de risque, ici, à gauche. Elle aurait pu être à droite, mais là, il s'avère qu'elle est à gauche. Ici. Et la valeur P, qui est donc l'air en dehors, enfin l'air à gauche de U observé plus l'air à droite de moins U observé, eh bien, elle vaut une valeur de l'ordre de 8, 10, moins 5, qui est beaucoup plus petite que le risque alpha, qui est l'air rouge. Donc, on est dans un cas très net où on va accepter H1. Donc, on accepte H1. Pour accepter H0, il faudrait prendre un risque alpha qui est plus petit que P, c'est-à-dire plus petit que 7, 10, moins 5. Donc, il n'y a rien qui justifie qu'on prenne un risque alpha aussi petit que ça. Donc, là, c'est vraiment l'hypothèse H1 qui
apparaît comme de loin la plus plausible. Donc, au seuil du risque 0,05, on peut affirmer que mu1 est différent de mu2. Donc, que la période d'engraissement a une influence sur le GMQ moyen des pores. Dit autrement, les deux moyennes qu'on avait vues dans les échantillons, 498,5 grammes par jour pour les pores en été et 527,1 grammes par jour pour les pores en hiver, eh bien, ces deux GMQ moyens sont significativement différents l'un de l'autre. L'écart qui est de l'ordre de 30 grammes par jour est significatif. Il est même très significatif, hautement significatif, puisque là, on est sur une valeur P très, très faible, de l'ordre de 8, 10 moins 5. Donc, on est sur un cas de différence très significative. Alors, on peut réécrire la règle de décision avec un intervalle de confiance. Donc, pour voir ça, je rappelle d'abord la définition de U théorique. U théorique, c'est la valeur définie par probabilité que U soit compris entre moins U théorique et U théorique égale 1 moins alpha. Alors, si on exprime ça avec une aire à gauche et non plus une aire centrée, la probabilité de l'aire à gauche de U théorique, c'est 1 moins alpha sur 2. 1 moins l'aire à droite, donc 1 moins alpha sur 2. Donc, ça veut dire que U théorique, c'est égal à U en indice 1 moins alpha sur 2, si je mets ici en indice l'aire à gauche. Donc, ça, c'est la définition de U théorique, et on a vu qu'il valait environ 1,960. Alors, pour passer de l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage à l'intervalle de confiance, on procède de la manière suivante. On part de l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage. Moins U théorique, c'est l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage au niveau de confiance 0,95 pour la variable aléatoire U. C'est-à-dire qu'il y a 95% de chances pour que U soit compris entre moins 1,96 et 1,96. Donc cet intervalle moins 1,96, 1,96, c'est l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage pour la variable aléatoire U. Et on va remplacer U par son expression avec x bar et x bar 1, x bar 2. Alors là, je l'écris avec des petites lettres pour directement prendre la valeur numérique prise par cette variable aléatoire. Donc, la valeur numérique prise par cette variable aléatoire, à 95% de chance, elle est comprise entre moins U théorique et U théorique. Et après, je vais isoler mu1 moins mu2 pour avoir l'intervalle de confiance pour mu1 moins mu2. Alors, pour faire ça, d'abord, je multiplie par la racine chaque terme, chacun des trois termes de cet encadrement. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai multiplié par la racine tous les termes. Et ensuite, j'additionne mu1 moins mu2 partout. C'est ce que j'ai fait aussi dans un second temps. Là, j'additionne mu1 moins mu2 partout. Donc, le terme central, ici, il ne reste plus que x bar 1 moins x bar 2. Et après, je peux intervertir x bar 1 moins x bar 2 et mu1 moins mu2. Parce que là, si je prends l'inégalité qui est à droite et je veux savoir pour mu1 moins mu2, mu1 moins mu2, c'est plus grand. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, plus grand, que x bar moins x bar 2 moins u racine. C'est ce que j'ai écrit ici. Cette inégalité qui est ici devient l'inégalité qui est à gauche. Mu1 moins mu2 devient plus grand que x bar 1 moins x bar 2 moins u racine. Et si maintenant je prends l'inégalité qui est à gauche et j'isole mu1 moins mu2, j'ai mu1 moins mu2 qui est inférieur à x bar 1 moins x bar 2 plus u racine. Plus, parce que ça, je le passe de l'autre côté. Donc, plus u racine. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc là, du coup, j'ai mon intervalle de confiance pour mu1 moins mu2. C'est-à-dire qu'à 95% de chance, la différence mu1 moins mu2, qui, je le rappelle, est inconnue. Chaque valeur mu1 et mu2 sont inconnues. C'est les GMQ moyens des pores en été et en hiver au niveau des populations P1 et P2. Donc, ce sont deux valeurs inconnues. Mais malgré tout, ce que je peux dire, malgré le caractère inconnu de mu1 et mu2 pris séparément, c'est que leur différence, je sais qu'à 95% de chance, elle est comprise entre cette valeur-là, c'est la bande de gauche, et cette valeur-là.
Donc, c'est l'intervalle de confiance au niveau 0,95 1 moins alpha de la différence mu1 moins mu2. Donc, ces deux bornes, on peut les calculer avec la calculatrice. Donc, on va le faire ici avec la Casio. Donc, menu 1. Donc, x bar 1, c'était m, moins x bar 2, c'était n. Et après, on fait moins u racine de donc sigma, c'est 22 au carré, divisé par n1 qui est 13, plus sigma 2 au carré, c'est 16 au carré, divisé par n2 qui vaut 17. Donc, on trouve moins 42,77. Et après, vous faites pareil en mettant un plus. Donc là, je mets un plus et je trouve moins 14,43. Faire pareil avec la TI. Là, je fais seconde mode pour quitter. Et donc, je vais faire m moins n pour x bar 1 moins x bar 2. Ensuite, je fais moins u racine de sigma 1, c'est 22 au carré, divisé par la taille de l'échantillon 13, plus sigma 2 au carré, donc 16 au carré, divisé par la taille de l'échantillon n2, 17. Je trouve moins 42,77. Et ensuite, je peux faire pareil, mais en mettant un plus ici, là, hop, et je trouve moins 14,43. Donc, à 95% de chance, je sais que la différence mu1 moins mu2 est comprise entre moins 42,8 et moins 14,4 grammes par jour. Donc là, c'est ce que j'ai écrit ici. La probabilité que mu1 moins mu2 soit dans cet intervalle vaut 0,95. Alors, on va accepter H0, qui correspond à l'égalité entre mu1 et mu2, si donc U observé est dans cet intervalle de fluctuation d'échantillonnage, ce qui correspond à 0 appartient à l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2. Parce que là, mu1 moins mu2 vaut 0. Donc, pour accepter l'hypothèse nulle, eh bien, il faudra que 0 appartienne à l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2. Donc, les règles de décision, si 0 appartient à l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2, on accepte H0. Et si 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2, on rejette H0, on accepte H1. Ici, 0, il n'appartient pas à l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2, puisqu'on sait qu'à 95% de chance, mu1 moins mu2 est compris entre moins 42,8 et moins 14,4 grammes par jour. La valeur 0, elle n'est pas dans cet intervalle. C'est-à-dire que la valeur 0, elle appartient à la zone peu probable, qui a seulement 5% de chance d'exister. Donc 0 n'est pas une valeur plausible pour la différence mu1 moins mu2. Donc le fait de dire que mu1 est égal à mu2, ce n'est pas une affirmation plausible, sensée, puisqu'elle est peu probable. Il est beaucoup plus probable que mu1 moins mu2 soit différent de 0, puisque à 95% de chance, mu1 moins mu2 doit être compris entre moins 42,8 et moins 14,4 grammes par jour. Donc 0 étant une valeur qui n'est pas dans cet intervalle, eh bien, on ne peut pas accepter H0, donc on accepte H1. Donc, on peut affirmer que mu1 est différent de mu2, donc que la période d'engraissement a une influence sur le GMQ moyen des pores. Donc ça, je le rappelle, ça veut dire que la différence entre les deux moyennes qu'on avait vues au niveau des échantillons, 498,5 grammes par jour pour les pores en été et 527,1 grammes par jour pour les pores en hiver, eh bien ces deux GMQ moyens sont significativement différents l'un de l'autre. Ils étaient évidemment différents au niveau des échantillons, mais la différence est suffisamment importante pour pouvoir la transposer au niveau des populations. C'est-à-dire que cet écart ici de
30 grammes par jour qu'on observe entre ces deux GMQ moyens, eh bien, est significative. On peut en déduire que ces deux valeurs sont différentes au niveau des populations. Alors, on ne connaît pas ces valeurs, on ne connaît pas mu1 et mu2, mais on peut dire quand même que mu1 est différent de mu2. C'est la conclusion du test bilatéral. Donc, conclusion que j'ai écrite ici. On peut affirmer au seuil de risque 0,05 que mu1 est différent de mu2, donc que la période d'engraissement a une influence sur le GMQ moyen des porcs. Maintenant, on va répondre à la deuxième question, où là, on veut savoir si le GMQ moyen des porcs en été est inférieur au GMQ moyen des porcs en hiver. Donc, l'hypothèse nue sera toujours la même, mu1 est égal à mu2. Et pour l'hypothèse alternative, on va choisir donc mu1 plus petit que mu2. Alors, pourquoi plus petit et pas plus grand? C'est parce que x bar 1 est plus petit que x bar 2. On rappelle que x bar 1 vaut, je l'ai écrit ici, x bar 1 il vaut 498,5 grammes par jour, alors que x bar 2 vaut 527,1 grammes par jour. Donc, x bar 1 est plus petit que x bar 2. Donc, on va regarder si cette tendance observée au niveau des échantillons est confirmée au niveau des populations. Donc, votre hypothèse alternative, elle sera toujours dans le même sens que ce que vous observez au niveau des échantillons. Donc, si on observe x bar 1 plus petit que x bar 2 au niveau des échantillons, bien l'hypothèse alternative pour le test unilatéral, c'est forcément mu1 plus petit que mu2. Et ça, c'est vrai que le test unilatéral soit à gauche ou à droite. Là, le fait qu'on met inférieur, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ici, on a choisi à gauche. Le fait qu'on choisit à gauche, ça implique qu'on va chercher une différence négative pour former une variable de décision dont la valeur observée sera négative, pour pouvoir placer le risque à gauche. Donc là, la différence qui est négative, c'est mu1 moins mu2. Donc, il faudra prendre la variable de décision dans le sens 1 moins 2. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Pour le test bilatéral, que vous faites 1 moins 2 ou 2 moins 1, ça revient au même, ça n'a aucune importance, parce que le test bilatéral il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par contre, ici, à partir du moment où on choisit à gauche, là, on est obligé de choisir 1 moins 2. Pour la somme, ici, vous la mettez dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais ici, au numérateur, si vous avez mis 2 moins 1, ça fera une différence positive et ça vous fera un test unilatéral à droite. On le fera après. Là, comme c'est à gauche, on est obligé de faire x bar 1 moins x bar 2 pour avoir une valeur observée négative. Donc, cette variable aléatoire, elle suit la loi normale centrée réduite. Le risque vaut 0,05, donc la confiance vaut 0,95. Ici, U sur l'axe des abscisses, c'est cette variable aléatoire qui est là. F de U, c'est la densité de probabilité caractérisant la loi normale centrée réduite. L'air sous la courbe vaut 1. On la sépare en une R à droite qui vaut 0,95, une R à gauche, le risque 0,05. U théorique, c'est la valeur qui sépare la zone de risque de la zone de confiance. Elle est ici. Donc, U théorique, c'est U indice alpha. Alpha, c'est l'air à gauche. Donc, U 0,05. Donc, à la calculatrice, on obtient U théorique qui vaut 1 norme de alpha. On met l'air à gauche. Donc, on va faire ça avec la Casio. Donc, option F5 pour stat, F3 pour distribution, F1 pour norme. Et là, on va mettre l'air à gauche, donc 0,05. Et cette valeur, on va la mettre en mémoire dans U. Donc, moins 1, 645. Et pareil pour la TI. Donc, seconde var pour distribution. 3 pour norme. L'air à gauche vaut 0,05. Mu vaut 0, 1. L'air à gauche, collé. Et ça, on le met en mémoire dans U. Moins 1, 645. Alors, calcul de U observé, c'est exactement le même que pour le test
bilatéral. Donc là, on ne va pas le refaire, hein. Je vous rappelle qu'ici, pour la TI, on l'avait fait, je ne sais plus où, c'était là. Hein. C'était ici, m-n divisé par 22 au carré divisé par 13 plus 16 au carré divisé par 17, mis en mémoire dans W. Donc, ça avait été fait ici. Et pour la TI, eh bien, ça avait été fait ici. M-n divisé par 22 au carré divisé par 13 plus 16 au carré divisé par 17 mis en mémoire dans W. Alors, pour calculer la valeur P, alors, la valeur P, à quoi ça correspond? Si je vous montre sur le graphique, déjà, on place la valeur U observée, moins 0,95, et P, c'est l'aire à gauche de U observé. Donc, ça vaut quasiment 0. Hein, ce n'est pas totalement 0, parce que la fonction n'est pas totalement nulle, mais c'est un nombre très petit. Hein, c'est l'aire à gauche ici, et qui vaut 3,8 10-5. Alors, pour voir ça, eh bien, on va le faire donc ici avec la Casio. Donc, on fait ici Casio. Hein, et on va faire alors, donc, norme CD. Et on va intégrer depuis moins l'infini jusqu'à la valeur W. Donc, moins l'infini sera représenté par moins 100. On trouve 3,8 10-5. On peut faire pareil avec l'ATI. Donc, on va dans seconde var pour distribution. Normal FREP. Et on va intégrer depuis moins l'infini, donc moins 100, jusque W. Et entrée. On trouve 3,8 10-5. Donc, alors on ne trouve pas exactement la même valeur pour les deux calculatrices parce qu'on on est sur des nombres tout petits, donc l'erreur se produit au niveau de 10-7. Là, le 3, c'est 10-5, le 8, il est à 10-6, le 2, il est à 10-7, donc à 10-7, on a le 2 pareil, et c'est après, à 10-8, que ça commence à être différent. Ce n'est pas grave. Alors, on peut retrouver ces valeurs avec la fonction de test de la calculatrice, donc on va le faire avec d'abord la Casio. Donc, vous allez dans Menu 2. Et on va aller dans F3 pour test. F1 pour Z. Test Z, c'est avec une loi normale centrée réduite. F2 pour dire qu'il y a deux échantillons. Data F2 pour variable. Et ici, l'hypothèse H1, c'est mu1 plus petit que mu2. Donc F2 pour plus petit. 22 pour sigma 1. 16 pour sigma 2, donné dans l'énoncé. X bar 1, il est en mémoire dans la lettre alpha M. La taille du premier échantillon, 13. X bar 2, on l'a mis en mémoire dans la lettre alpha N. 17, c'est la taille du deuxième échantillon. Voilà. On trouve ici la valeur U observée et P 3,8 10-5. Faire pareil avec la TI. Stat. On va dans test. 3 pour test, 2 échantillons. Z-test, 2 échantillons. On va choisir d'abord avec données. Entrée. 22, c'est pour sigma 1, donné dans l'énoncé. 16, donné dans l'énoncé. Les données sont dans liste 1 et dans liste 2. Les fréquences valent 1. Et ici, on choisit l'hypothèse H1, c'est mu1 plus petit que mu2. Donc, on se place au niveau du mu1 plus petit que mu2 avec la flèche de direction. On fait entrée pour valider le choix, flèche de direction pour descendre, et ensuite calculer entrée. Ici, on a la valeur U observée, ici la valeur P, 3,8 10-5. On peut refaire la même chose avec
l'utilisation de stats. Donc, entrée, sigma 1 vaut 22, sigma 2 vaut 16. Les valeurs suivantes, elles sont entrées automatiquement parce qu'elles sont dans la statistique de la calculatrice, x bar 1, x bar 2. Ensuite, ici, avec les flèches de direction, on se place ici sur inférieur à mu2. Entrée pour valider ce choix. On descend, calculer entrée. Ici, Z vaut U observé et P 3,810-5. Donc, ici, là, c'est la liste des touches sur lesquelles il faut appuyer sur la Casio pour entrer la fonction test. Et les résultats sont ici. On trouve une valeur U observée qui est exactement celle qu'on avait trouvée et mise en mémoire dans W. De la même manière, pour la valeur P, on trouve exactement la valeur obtenue en faisant norme CD de moins 100 à W. On trouve donc 3,810-5, comme ici. Avec l'ATI, là vous avez la liste des touches sur lesquelles il faut appuyer en utilisant les données ou en utilisant la statistique. Et ici, les résultats. On trouve une valeur ici, U observée, là, qui est exactement celle qu'on avait trouvée et mise en mémoire dans W. Et pour la valeur P, on trouve bien 3,8 qui était la valeur qu'on avait trouvée par le calcul direct avec normal et Fred. Voilà. On poursuit. Règle de décision. Si U est dans la zone de confiance, donc à droite de U théorique, donc plus grand que U théorique, ce qui correspond à P plus grand que alpha, alors on accepte H0. Si U observé est dans la zone de risque, donc inférieur ou égal à U théorique, ce qui correspond à P inférieur ou égal à alpha, alors on rejette H0 et on accepte H1. Alors ici, la barre U observée vaut moins 3,955, elle est bien plus petite que moins 1,145. Donc U observé est plus petit que U théorique. Et de façon équivalente, la valeur P est inférieure au risque alpha. On voit bien sur la figure. Le U observé, il est dans la zone de risque, qui est à gauche ici. Et la valeur P, qui est l'aire à gauche de U observé, est plus petite que le risque alpha, qui vaut 0,05. Donc on accepte H1. C'est-à-dire on accepte le fait que mu1 est plus petit que mu2. Donc au seuil de risque 0,05, on peut affirmer que mu1 est plus petit que mu2. Donc que le GMQ moyen est plus grand en hiver qu'en été. Les porcs ont une tendance à prendre plus de masse corporelle en hiver qu'en été. Ce qui semble intuitivement compréhensible. Alors, on peut reformuler les étapes 4 et 5 avec l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2. Pour ça, je rappelle la définition de U théorique. U théorique, c'est le nombre défini par probabilité que U plus grand que U théorique est égal à 1 moins alpha. Donc, si je prends l'événement contraire, la probabilité que U est inférieur ou égal, bon, là, le égal, ça ne sert à rien, hein, puisqu'on sait que la probabilité que U est égale à U théorique, c'est nul, hein, comme toute probabilité pour des variables continues. Donc là, je peux enlever le égal. La probabilité que U inférieur à U théorique, c'est égal à alpha, hein, puisque c'est l'événement contraire à celui-ci, donc c'est 1 moins 1 moins alpha, donc ça fait juste alpha. Donc c'est-à-dire que U théorique, c'est égal à U alpha. Où là, le alpha, c'est l'aire à gauche. L'aire à gauche vaut alpha. Donc U théorique, c'est U alpha. Alors, pour passer de l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage à l'intervalle de confiance, on procède de la manière suivante. On part de U plus grand que U théorique, hein, c'est la définition ici. On sait qu'il y a 95% de chance, 1 moins alpha pour 0,95, donc 95% de chance pour que la variable aléatoire U soit plus grande que U théorique. Donc l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage, c'est
U théorique jusque plus l'infini. Donc, dans cet intervalle, U appartient à 95% de chance. Maintenant, pour avoir l'équivalent en termes d'intervalle de confiance pour mu1 moins mu2, ben, je remplace U par son expression ici, faisant apparaître mu1 moins mu2. Alors là, j'ai mis des petites lettres pour directement traiter avec les valeurs numériques prises par la variable aléatoire U. Sinon, si je voulais traiter encore avec des variables aléatoires, j'aurais mis des grands X. Donc la valeur numérique prise par U, elle est donnée ici, et elle est plus grande que U théorique à 95% de chance. Alors ensuite, mon but, ça va être d'isoler mu1 moins mu2. Donc pour ça, ben, déjà, je multiplie par la racine à gauche et à droite. Et ensuite, le moins mu1 moins mu2, je le passe à droite. C'est bien plus mu1 moins mu2. Et ensuite, ben, le plus U racine, je le passe à gauche pour avoir le mu1 moins mu2 tout seul. Et donc, j'obtiens que mu1 moins mu2 est plus petit que x bar 1 moins x bar 2 moins U racine. Donc, l'intervalle de confiance pour mu1 moins mu2, ben, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusque, pour la borne de droite, x bar 1 moins x bar 2 moins U racine. Donc, à 95% de chance, la différence mu1 moins mu2 appartient à cet intervalle qui est l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2 au niveau de confiance 0,95. Alors, pour calculer cet intervalle de confiance, bon, on peut le faire avec la calculatrice. Donc, il y a juste la borne de droite ici à calculer. Donc, on va le faire. Donc là, menu 1 pour calcul. Donc, je fais m moins n pour x bar 1 moins x bar 2 moins u. Je rappelle que u ici est négatif, il vaut moins 1,645, multiplié par racine de 22 au carré divisé par 13 pour sigma 1 au carré sur n1, plus sigma 2 au carré sur n2, donc 16 au carré, divisé par 17. Ça fait moins 16, 71. On peut faire pareil avec la TI, donc seconde mode pour quitter. Et on fait m moins n. Et ensuite, je fais moins u multiplié par la racine de 22 au carré sur 13 pour sigma 1 au carré sur n1, plus 16 au carré sur 17 pour sigma 2 au carré sur n2. Et là, j'ai la bande de droite de l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2, moins 16,71. Donc, je sais qu'à 95% de chance, la différence mu1 moins mu2 est inférieure à moins 16,7 grammes par jour. Alors, je vais accepter H0, qui est l'égalité entre les deux moyennes mu1 et mu2, si la valeur 0 appartient à cet intervalle de confiance de mu1 moins mu2. La règle de décision, si 0 appartient à l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2, j'accepte H0. Si 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2, alors je rejette H0 et j'accepte H1. Ici, la valeur 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance de mu1 moins mu2. 0 n'est pas une valeur plausible pour mu1 moins mu2, puisque mu1 moins mu2 est inférieur à moins 16,7 à 95% de chance. Donc 0 ne fait pas partie de ces valeurs inférieures à moins 16,7 grammes par jour. Donc c'est une valeur hautement improbable, puisqu'elle appartient à la zone des valeurs qui apparaissent avec seulement 5% de chance. Donc on rejette cette valeur. On ne peut pas considérer que mu1 moins mu2 soit égal à 0, c'est-à-dire que mu1 soit égal à mu2. Donc, on rejette H0, on accepte H1 au seuil de risque 0,05. On peut affirmer que mu1 est inférieur à mu2 et donc que le GMQ moyen est plus grand en hiver qu'en été.
Alors, on va faire pareil avec le test unilatéral à droite. Donc, l'hypothèse nulle est toujours la même. Mu1 est égal à mu2. Parce que le GMQ au niveau des populations est le même en été et en hiver. Et l'hypothèse alternative, c'est toujours la même. Par rapport au test unilatéral à gauche, c'est toujours le même. C'est mu1 plus petit que mu2 parce que x bar 1 est plus petit que x bar 2. Je rappelle que x bar 1, pas là, x bar 1, il vaut 498,5, x bar 2, il vaut 527,1. Là, c'est les GMQ, ici en été et ici en hiver. Donc, on voit bien ici que x bar 1 est plus petit que x bar 2. Le GMQ en été est en moyenne plus petit que le GMQ en hiver au niveau des échantillons. Donc, comme x bar 1 est plus petit que x bar 2, eh bien, l'hypothèse alternative sera mu1 plus petit que mu2. Alors, comme on veut faire un test à droite, il faut former une variable aléatoire dont la valeur observée est positive. Donc, on va chercher une différence positive, donc ce sera mu2 moins mu1 qui est positive. Donc, du coup, la variable, il faudra la prendre dans le sens 2 moins 1. Ici, x bar 2 moins x bar 1 pour avoir une valeur observée de u qui sera positive. Là, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, le 1 et le 2, puisque c'est une somme, donc ça n'a pas d'importance. Par contre, ici, au numérateur, il faut absolument le mettre dans ce sens-là pour avoir un test unilatéral à droite. Si vous aviez mis x bar 2 moins x bar, si vous aviez mis x bar 1 moins x bar 2, ça aurait fait le test unilatéral à gauche qu'on a traité précédemment. Donc là, on est obligé de le mettre dans ce sens, x bar 2 moins x bar 1, pour avoir une différence positive quand on regarde la valeur observée. Alors, cette variable aléatoire suit la loi normale centrale réduite. Le risque, il vaut 0,05, donc la confiance vaut 0,95. Ici, sur le graphique, sur l'axe des abscisses, on a la variable U, qui est donnée ici. Et f de U sur l'axe des ordonnées, c'est sa fonction de densité de probabilité, caractérisant la loi normale centrée réduite. L'air sous cette courbe vaut 1. On ne la sépare en une aire à gauche, qui est la confiance de valeur 0,95. Et une aire à droite, qui est le risque de valeur 0,05. La valeur U théorique, c'est la valeur qu'on lit ici sur l'axe des abscisses et qui sépare la zone de confiance de la zone de risque. Et donc, que je peux noter comme U en indice 1 moins alpha. 1 moins alpha, c'est l'aire à gauche de la limite cherchée. Donc, 1, c'est U, un indice 0,95. L'aire à gauche vaut 0,95. Donc, on va déterminer cette valeur ici avec la calculatrice. Donc, avec la Casio. Donc, option F5 pour stat, F3 pour distribution, F1 pour norme. Et là, on va mettre l'aire à gauche, donc 0,95. Et la valeur, on va la mettre en mémoire dans U. Donc, 1,645. Pareil pour la TI, seconde var pour distribution. Ensuite, 3 pour norme. L'aire à gauche vaut 0,95. Et on fait entrer. Et cette valeur, on va la mettre en mémoire dans U. 1,645. Ensuite, on va calculer la valeur de U observé, qui est ici. On va le faire d'abord avec la Casio, donc x bar 2 moins x bar 1. Donc là, ça va être n moins m. X bar 2 moins x bar 1. Divisé par donc 22 au carré sur 13 plus 16 au carré sur 17. Avec la flèche de direction, je sors de la racine. Et ça, je le mets en mémoire dans V. 3,955. Je vais faire pareil avec la TI.
Donc, je fais n moins m pour x bar 2 moins x bar 1 divisé par la racine de 22 au carré sur 13, sigma au carré sur n1, plus 16 au carré sur 17 pour sigma 2 au carré sur n2. Avec la flèche de direction, je sors de la racine, puis ensuite la flèche de mise en mémoire, et je mets cette valeur en mémoire dans V, 3,955. Alors, pour avoir P, on peut le voir sur la figure. Donc là, je place U observé, 3,955, et P, c'est l'air à droite de U observé. L'air sous la courbe, mais à droite, donc quasiment 0, mais pas totalement nul, hein, ça vaut 3,810-5. On va le voir là maintenant avec la calculatrice. Donc, on va aller dans NCD et on va intégrer depuis cette valeur U observé V jusque plus l'infini, qui est représenté par la valeur 100. Et on fait entrer, donc on trouve 3,810-5. Si je fais pareil avec la TI, eh bien, seconde var pour distribution, le 2 pour normal et FREP, et je vais intégrer depuis V jusque plus l'infini qui est représenté par la valeur 100, et je trouve 3,810-5. Alors, là, je ne vais pas utiliser la fonction test puisqu'elle ne marche que dans un sens, elle ne marche que dans le sens 1-2. Donc, ça engendrerait forcément un test unilatéral à gauche. Donc là, je ne peux pas le faire pour le test unilatéral à droite. Les deux tests sont équivalents. Donc, pour la fonction test, on n'a pas besoin de le faire dans les deux sens. Un sens suffit. Donc, la machine fait toujours dans le sens 1-2. Donc là, c'est forcément pour le test unilatéral à gauche. Donc, ensuite, pour la règle de décision, eh bien, si U observé est dans la zone de confiance, donc plus petit que U théorique, correspondant à P plus grand que alpha, alors on accepte à 0. Si U observé est dans la zone de risque, donc supérieur ou égal à U théorique, correspondant à P inférieur ou égal à alpha, alors on rejette H0 et on accepte H1. Alors là, on va regarder dans quelle situation on est. Le U observé il vaut 0,955, il est bien plus grand que 1,645 qui est le U théorique. Donc on a U observé plus grand que U théorique. De manière équivalente, la valeur P, qui est 3,810-5, est plus petite que le risque alpha. On voit bien sur la figure ici, la valeur U observée est bien dans la zone de risque, et la valeur P, qui est l'air à droite de U observé, est plus petite que l'air rouge, qui est alpha, qui vaut 0,05. Donc, dans ce cas, eh bien, on est dans la deuxième situation des règles de décision. Donc, on rejette H0 et on accepte H1 qui correspondait à mu1 plus petit que mu2. Donc, au seuil de risque 0,05, on peut affirmer que mu1 est plus petit que mu2, donc que le GMQ moyen est plus grand en hiver qu'en été. Donc, ça veut dire que la différence entre les deux moyennes observées au niveau des échantillons est significative, c'est-à-dire que le GMQ moyen en été qui valait 498,5 au niveau de l'échantillon, eh bien, il est significativement plus petit que le GMQ en hiver qui valait 527,1 grammes par jour. C'est-à-dire que l'écart ici, qui est de l'ordre de 30 grammes par jour, est un écart significatif. Et on peut même dire ici hautement significatif puisque la valeur P est très faible, elle est de 4,10-5. C'est-à-dire que pour pouvoir accepter H0, il faudrait prendre un risque qui serait plus petit que cette valeur-là. Ce qui n'est pas... Il n'y a rien qui puisse justifier qu'on prenne un risque aussi petit. Déjà, pour un risque très petit de 10-3, on pourrait très bien, au lieu de 0,05, on pourrait très bien prendre un risque beaucoup plus petit, à 10-3 ou 10-4, ou même, même 10-4. Eh bien, on serait toujours dans l'acceptation de l'hypothèse H1. Donc, là, on peut dire que l'écart entre les deux moyennes est hautement significatif. Puisque même avec un risque à 10-4, on trouve encore que l'écart est
est significatif et qu'on trouverait encore que c'est l'hypothèse H1 qui serait à accepter. Donc, la conclusion, hein, au seuil de risque 0,05, mais ce serait vrai pour tout risque supérieur à P, hein, donc pour tout risque supérieur à 3,8 10-5, on peut affirmer que mu1 est plus petit que mu2, donc que le GMQ moyen est plus grand en hiver qu'en été. Alors, on peut réécrire la règle de décision avec l'intervalle de confiance de mu2 moins mu1. Pour ça, je rappelle d'abord la définition du nombre U théorique, hein, c'est le nombre qui est défini par probabilité que U plus petit que U théorique est égal à 1 moins alpha. Donc, ça veut dire que U théorique, c'est égal à U en indice 1 moins alpha, où 1 moins alpha, c'est l'aire à gauche de la limite U théorique recherchée. Alors, pour passer de l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage à l'intervalle de confiance, on procède de la manière suivante. On part de la définition ici de U théorique, c'est que la variable U est plus petite que U théorique à 95% de chance. C'est-à-dire qu'elle appartient à l'intervalle de fluctuation d'échantillonnage moins l'infini jusqu'à U théorique à 95% de chance. U, je le remplace par sa valeur, qui est donc x bar 2 moins x bar 1 moins mu2 moins mu1 divisé par l'écart type de cette variable aléatoire qui est ici. Alors là, ça, c'est la valeur prise par la variable aléatoire x bar 2 moins x bar 1. Je lui retranche sa moyenne, je divise par l'écart type et j'ai donc U, qui suit la loi normale centrée réduite et qui est inférieur à U théorique, c'est-à-dire à 1,145 à 95% de chance. Et maintenant, je vais isoler mu2 moins mu1. Alors pour ça, je multiplie par la racine à gauche et à droite. Ensuite, je rajoute mu2 moins mu1 à gauche et à droite. Et j'obtiens que x bar 2 moins x bar 1 est inférieur à mu2 moins mu1 plus U racine. Et maintenant, j'isole mu2 moins mu1. Donc, j'ai mu2 moins mu1 qui est plus grand que x bar 2 moins x bar 1 moins U racine. Donc, l'intervalle de confiance de mu2 moins mu1, c'est x bar 2 moins x bar 1 moins U racine pour la bande de gauche, puisque c'est plus grand que cette valeur. Donc, la bande de gauche de l'intervalle est ici et ça va jusque plus l'infini. Donc, à 95% de chance, la différence mu2 moins mu1 est dans cet intervalle qu'on appelle l'intervalle de confiance de mu2 moins mu1 au niveau de confiance 1 moins alpha qui vaut ici 0,95. On peut calculer cet intervalle avec la borne de gauche. On va le faire avec la Casio. Donc, n moins m pour x bar 2 moins x bar 1, moins u, et racine, donc de 22 au carré divisé par 13, plus 16 au carré divisé par 17. Donc, on trouve 16,71. Ici, avec l'ATI, pareil, n moins m, moins u, racine de 22 au carré sur 13, plus 16 au carré sur 17, entre. Et on trouve 16,7. Donc, à 95% de chance, la différence mu1 moins mu2 est plus grande que 16,7 grammes par jour. On trouve évidemment exactement la même chose que quand on avait travaillé avec le test unilatéral à gauche, où on avait vu que la différence mu1 moins mu2 était inférieure à moins 16,7 grammes par jour à 95% de chance. Donc, la valeur obtenue ici, c'est l'opposé de la valeur qu'on avait trouvée lorsqu'on avait traité le test unilatéral à gauche. Voilà, ici. On avait vu que mu1 moins mu2 était plus petit que moins 16,7 grammes par jour à 95% de chance.
Alors, on accepte H0, c'est-à-dire l'égalité entre mu1 et mu2, si U observé est plus petit que UTRX, c'est-à-dire si 0 appartient à l'intervalle de confiance de mu2 moins mu1. Donc, les règles de décision, si 0 appartient à l'intervalle de confiance de mu2 moins mu1, alors on accepte H0, et si 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance de mu2 moins mu1, alors on rejette H0 et on accepte H1. Ici, la valeur 0, elle n'appartient pas à l'intervalle de confiance de mu2 moins mu1, puisque mu2 moins mu1, c'est une valeur inconnue, mais dont on sait qu'elle est plus grande que 16,7 grammes par jour, à 95% de chance. Donc 0 ne fait pas partie de ces valeurs hautement probables, elle fait partie au contraire des valeurs très peu plausibles, très peu probables, puisqu'elles n'apparaissent qu'avec au maximum 5% de chance. Donc, du coup, 0 n'est pas une valeur plausible pour la différence mu2 moins mu1, parce qu'elle n'appartient pas à l'intervalle de confiance. Elle n'est pas plus grande que 16,7 grammes par jour, alors que la différence mu2 moins mu1, elle, on sait qu'elle est plus grande que 16,7 grammes par jour à 95% de chance. Et la valeur 0 ne fait pas partie de ces valeurs appartenant à cet intervalle de confiance. Donc, on va rejeter H0 et accepter H1. Donc, au seuil de risque 0,05, on peut affirmer que mu1 est plus petit que mu2. Ça, c'est dû au fait que la différence mu2 moins mu1, on sait qu'elle est plus grande que 16,7 grammes à 95% de chance. Donc, du coup, on peut raisonnablement affirmer que mu1 est plus petit que mu2. Donc, le GMQ moyen est plus grand en été qu'en hiver, au niveau des populations. Voilà, donc cela termine le test de comparaison de deux moyennes dans le cas où les variances sont connues dans les populations. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Et donc, je vais m'arrêter là sur ce thème. Et dans la prochaine vidéo, je traiterai le test de comparaison de moyenne dans le cas où les variances sont inconnues dans les populations. Au revoir.